J'y ai oublié mes outils de travail chez mon fils. Quand j'y suis retourné pour les chercher, j'y ai accidentellement surpris une conversation entre lui et ma belle-fille. Ne t'inquiète pas, dès ici 2 semaines, il commencera à tout oublier. J'y ai souri. Quand ils m'ont appelé, j'y avais déjà préparé une surprise. Je n'aurais jamais pensé que mon propre fils planifierait ma perte autour d'un expresso dans ma propre cuisine. À 68 ans, j'y ai appris que la vie a le don de vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. Ce jeudi matin avait commencé comme n'importe quel autre. J'y avais passé les premières heures dans mon atelier des ébénisteries à fabriquer une boîte à bijoux pour Madame Dubois, au bout de la rue. Mes mains tremblent peut-être un peu plus qu'avant, mais elles se souviennent encore du toucher des beaux bois et de la satisfaction de créer quelque chose de magnifique. J'y étais à mi-chemin de la maison quand j'y ai réalisé que j'y avais oublié mon ciseau à bois préféré et mon maître ruban. 43 ans de menuiserie, et ces outils semblaient être le prolongement de mes propres mains. Je ne pouvais pas supporter l'idée de les laisser là-bas toute la nuit. J'y ai donc fait demi-tour avec ma vieille camionnette Peugeot et je suis retourné chez Maxime. Elle allait être vide, à l'exception de la berline de Camille. Maxime devait être parti faire des courses. J'y ai utilisé ma clé, celle qu'ils avaient insisté pour que je garde après le décès de Martine il y a 3 ans. « Papa, nous voulons que tu te sentes toujours le bienvenu ici », m'avait dit Maxime, en me tenant les épaules avec ce que je croyais être une inquiétude sincère. J'y aurais dû frapper. J'y aurais dû appeler. Mais après 34 ans à être le père de Maxime, je n'ai pas hésité à entrer dans ce qui avait été autrefois sa maison des enfances, la maison que Martine et moi avions économisée pendant des années pour acheter. L'atelier se trouvait juste à côté de la cuisine. Et pendant que je rassemblais mes outils, j'y ai entendu des voix filtrer à travers la fine cloison. Maxime et Camille parlaient sur ce ton bas et prudent que les gens utilisent lorsqu'ils discutent de quelque chose qu'ils ne devraient pas. « Je pense toujours que 2 semaines, c'est un peu juste », disait Camille. Sa voix avait ce côté tranchant qu'elle prenait toujours quand elle complotait quelque chose. Je l'avais déjà entendu lorsqu'elle avait convaincu Maxime de me demander de l'argent pour réparer leur toit. De l'argent qui, d'une manière ou d'une autre, avait fini par financer des vacances aux Maldives. Fais-moi confiance, Camille, 2 semaines, c'est parfait. Dès ici là, il oubliera où il a mis ses clés, il confondra ses rendez-vous. La confusion sera évidente pour tout le monde. Ma main s'est figée sur le ciseau à bois. Il parlait de moi. Et tu es sûr que ça va marcher? La voix de Camille était plus proche maintenant, probablement appuyée contre le plan de travail de la cuisine comme elle le faisait quand elle était nerveuse. Maxime a ri, mais ce n'était pas le rire chaleureux dont je me souvenais de son enfance. C'était un rire froid et calculateur. Papa montre déjà des signes. La semaine dernière, il m'a posé 2 fois la même question. Hier, il ne se souvenait plus s'il avait nourri ce chat errant. Ça commence, Camille. On a juste besoin de donner un petit coup de pouce. Le maître ruban a glissé de mes doigts, cliquetant contre le sol en béton. Je me suis figé, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes, mais leur conversation a continué sans pause. Et pour le docteur Martin? Il connaît ton père depuis des années. Il pourrait ne pas marcher là-dedans. C'est pour ça qu'on passe au docteur Rousseau. Il ne connaît pas les antécédents de papa. Quand on l'amènera, confus et désorienté, le docteur Rousseau verra exactement ce qu'on veut qu'il voie. J'y ai plaqué mon dos contre le mur de l'atelier, mes jambes soudain flageolantes. Ce n'était pas en train d'y arriver. Ça ne pouvait pas arriver. Maxime, mon garçon, l'enfant à qui j'y avais appris à faire du vélo et à jouer au football, complotait pour faire croire aux gens que je perdais la tête. Le timing doit être parfait, a continué Camille. Une fois que le médecin aura confirmé le diagnostic, on pourra avancer sur tout le reste. La mise sous tutelle, la procuration générale, tout. Ton père ne saura même pas ce qui lui arrive. Quand on aura fini, il sera reconnaissant qu'on s'occupe de tout pour lui. Reconnaissant. Il pensait que je serais reconnaissant. Je me tenais là, dans mon propre atelier, entouré des outils que j'y avais collectionnés pendant des décennies, écoutant mon fils et ma belle-fille planifier le vol de mon indépendance. Le ciseau dans ma main me semblait désormais étranger, comme si je tenais la vie de quelqu'un d'autre. Mon esprit a repassé les dernières semaines, cherchant les signes que j'y avais manqués. La façon dont Camille avait commencé à poser des questions détaillées sur ma routine quotidienne, comment Maxime avait commencé à débarquer à l'improviste, toujours avec une excuse pour prendre de mes nouvelles. Les commentaires subtils sur mon âge, ma mémoire,
ma capacité à vivre seul. Il préparait le terrain. Et s'il se bat contre ça, a demandé Camille. Il ne le fera pas, papa a toujours fui les conflits. De toute façon, une fois que tout le monde croira qu'il décline, qui va l'écouter? Ça ressemblera juste aux divagations d'un vieil homme qui n'accepte pas la réalité. La cruauté de la chose m'a coupé le souffle. Il me connaissait assez bien pour prédire mes réactions, pour utiliser ma propre personnalité contre moi. Il savait que je souffrirais en silence plutôt que de causer un drame familial. Il comptait là-dessus. J'y ai soigneusement remis mes outils dans leur étui, bougeant lentement pour éviter tout bruit. Mes mains étaient plus fermes qu'elles ne l'avaient été depuis des mois, comme si le fait d'entendre la vérité avait clarifié quelque chose en moi. Ils pensaient que je devenais faible, confus, impuissant. Ils avaient tort. Alors que je me glissais vers la porte arrière, j'y ai entendu la voix de Camille une dernière fois. Dans 2 semaines, jour pour jour, nous aurons tout ce qu'il nous faut. Ton père ne le verra jamais venir. Je suis sorti dans la lumière de l'après-midi, refermant silencieusement la porte derrière moi. Ils avaient raison sur un point, je ne l'avais pas vu venir. Mais maintenant que je savais ce qu'ils prévoyaient, tout allait changer. Le trajet du retour m'a semblé différent, comme si je voyais mon quartier avec de nouveaux yeux. Chaque coin de rue familier, chaque maison que j'y avais vue se construire au fil des décennies me paraissait précieux d'une manière inédite. Parce que je réalisais maintenant que Maxime et Camille ne prévoyaient pas seulement de me prendre mon indépendance. Ils prévoyaient de me prendre ma vie entière. 2 semaines. Il s'était donné 2 semaines pour détruire tout ce que j'y avais construit, tout ce que j'y étais. J'y ai souri pour la première fois depuis des heures. 2 semaines, c'était amplement suffisant pour que je prépare ma propre surprise. Le lendemain matin, je me suis assis à la table de ma cuisine avec un café qui avait refroidi depuis 1 heure, fixant un bloc-notes couvert de gribouillis. Dormir avait été impossible après ce que j'y avais entendu. Chaque fois que je fermais les yeux, j'y entendais la voix de Maxime dire que je ne le verrais pas venir. Eh bien, je voyais tout maintenant. J'y avais passé la nuit à réfléchir. À vraiment réfléchir aux derniers mois. Les pièces s'assemblaient comme un puzzle que je n'avais pas réalisé être en train de résoudre. Le soudain intérêt de Maxime pour mes finances. Les questions pointues de Camille sur mes visites médicales. La façon dont ils avaient tous deux commencé à me traiter comme si j'y étais fragile, parlant plus lentement, répétant des choses que j'y avais parfaitement entendues la première fois. Mon téléphone a sonné à 8h30 précise, me tirant de mes pensées. « Papa, comment tu te sens ce matin ?» La voix de Maxime était chaleureuse, inquiète. La même voix qui avait été si calculatrice hier. « Je vais bien, mon fils. Je prends juste mon café. C'est bien. Écoute, je me disais qu'on devrait peut-être regarder pour t'installer un bip de téléassistance. Tu sais, juste au cas où. Et voilà. Une autre pièce de leur plan minutieux. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, Maxime. Je me débrouille très bien. Un silence. Bien sûr que oui, papa. Je m'inquiète juste de te savoir seul dans cette grande maison. Et si tu tombais ? Et s'il se passait quelque chose et que tu ne pouvais pas appeler à l'aide ? L'inquiétude dans sa voix semblait si sincère que pendant un instant, j'y ai presque douté de ce que j'y avais entendu. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu de la froideur de son rire, de la façon calculatrice dont il avait discuté de ma prétendue confusion. J'y apprécie ton inquiétude, mais je ne suis pas encore prêt pour ça. D'accord. D'accord. On en reparlera plus tard. En fait, avec Camille, on se demandait si on pouvait passer cet après-midi. Elle a trouvé des informations sur les services d'aide aux seniors de la commune qui pourraient t'y intéresser. Les services pour seniors ? J'y en étais sûr. Ça me va. Je serai là. Après avoir raccroché, je me suis adossé à ma chaise et j'y ai fermé les yeux. Ils avançaient plus vite que ce que je pensais. La téléassistance était clairement destinée à établir que j'y avais besoin de surveillance. Les informations sur les services aux seniors incluraient probablement des détails sur les EHPAD. J'y avais besoin de comprendre exactement ce qu'ils prévoyaient, et j'y avais besoin de le faire sans éveiller les soupçons. À 10h, j'y ai conduit jusqu'à la médiathèque du centre-ville. Madame Leroy, la bibliothécaire qui m'avait aidé à faire des recherches sur des techniques des ébénisteries au fil des ans, m'a accueilli avec son sourire habituel. Monsieur Philippe, quel plaisir de vous voir.
Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'y aurais besoin d'utiliser l'un des ordinateurs si c'est possible. Je veux chercher des informations juridiques. Elle m'a conduit à un poste et m'a aidé à démarrer. Ça m'a pris du temps. Je n'ai jamais été très à l'aise avec les ordinateurs, mais j'y ai fini par trouver ce que je cherchais. Les lois sur la mise sous tutelle, les procédures de mandat de protection, les étapes légales requises pour déclarer quelqu'un mentalement inapte. La lecture m'a retourné l'estomac. Tout était là, exposé dans un jargon juridique qui donnait presque l'impression que c'était raisonnable. Si quelqu'un pouvait prouver que je n'étais plus capable de prendre des décisions saines, il pouvait demander ma mise sous tutelle au juge. Une fois accordé, le tuteur aurait le contrôle sur mes finances, mes décisions médicales, et même mon lieu de vie. J'y ai imprimé plusieurs pages et je les ai glissées dans la poche de ma veste. Le savoir, c'est le pouvoir, et je commençais enfin à comprendre le jeu auquel il jouait. Mon arrêt suivant a été l'étude de Maître Bernard Lemaire, mon notaire de longue date. Maître Lemaire s'était occupé de la succession de Martine après son décès, et je lui faisais plus confiance que à n'importe qui d'autre pour les affaires professionnelles. Philippe. Maître Lemaire s'est levé de derrière son immense bureau en chêne massif, tendant la main. Quelle agréable surprise. Que est-ce qui vous amène? Je me suis installé dans le fauteuil en cuir familier de l'autre côté de son bureau. Bernard, j'y ai besoin de vous poser une question confidentielle. Si quelqu'un voulait contester mon aptitude mentale, que devrait-il faire? Ses sourcils gris se sont levés. C'est une question inhabituelle. Y a-t-il quelque chose de précis qui vous inquiète? J'y ai choisi mes mots avec soin. Disons que c'est une situation hypothétique. À quoi ressemblerait la procédure? Maître Lemaire s'est adossé à son fauteuil, m'étudiant avec les yeux perçants qui avaient fait de lui l'un des notaires les plus respectés de la ville. Eh bien, hypothétiquement, quelqu'un devrait déposer une requête auprès du juge des contentieux de la protection. Ils auraient besoin de preuves médicales indiquant que la personne n'est plus capable de gérer ses affaires. Généralement, cela implique des certificats de médecins agréés, des preuves de confusion ou de manque de discernement, des témoins qui peuvent attester du déclin des capacités mentales. Et si une telle requête aboutissait, le tribunal nommerait un tuteur. Cette personne aurait une autorité étendue sur la vie et le patrimoine de l'individu. Il a fait une pause. Philippe, si vous avez peur que cela vous arrive, je dois mentionner qu'il existe des moyens de se protéger à l'avance, comme un mandat de protection future, par exemple, des directives claires sur vos souhaits. Vous pourriez aussi envisager de mettre à jour votre testament, de vous assurer que vos affaires sont parfaitement en ordre. De cette façon, si jamais quelqu'un remettait en question votre discernement, il y aurait une trace écrite montrant que vous pensiez clairement. J'y ai hoché la tête, enregistrant cette information. Bernard, j'y ai une autre question. Avez-vous une copie de mon testament actuel? Bien sûr. C'est celui que nous avons rédigé il y a 5 ans, laissant tout à Maxime. Ma poitrine s'est serrée. J'y avais oublié ce testament fait dans les mois sombres qui ont suivi la mort de Martine, quand je ne pouvais pas imaginer survivre à mon chagrin. À l'époque, laisser tout à Maxime semblait naturel. À cet instant, j'y avais l'impression d'avoir chargé l'arme qu'il prévoyait d'utiliser contre moi. J'y aimerais revoir ce document. Et Bernard? J'y ai croisé son regard. Je vais peut-être vouloir y apporter quelques modifications. Il a hoché la tête lentement. Je vais demander à ma secrétaire de sortir le dossier. Philippe, est-ce que tout va bien? Vous avez l'air préoccupé. Tout va bien, Bernard. Je suis juste prudent. Mais alors que je rentrais chez moi, je savais que rien n'allait bien. Maxime et Camille ne prévoyaient pas seulement de prendre le contrôle de ma vie. Ils prévoyaient d'hériter de tout ce que je possédais. Le testament que j'y avais fait dans mon deuil leur donnait le mobile parfait. Ils sont arrivés à 15h pile. Camille portait une chemise cartonnée épaisse remplie de papier. « Papa, tu as l'air fatigué », a dit Maxime en m'embrassant sur la joue. « Tu dors bien ?»« Je vais bien. » J'y ai regardé Camille étaler des papiers sur ma table basse avec une efficacité étudiée. « Nous avons apporté des informations sur de merveilleux programmes pour les seniors dans la région, a-t-elle dit joyeusement. « Regarde celui-ci. Il propose le transport pour les rendez-vous médicaux, le portage de repas, et même de l'aide pour l'entretien de la maison. » J'y ai ramassé l'une des brochures, Les Jardins du Crépuscule, résidence pour seniors. Les visages souriants des personnes âgées sur les photos semblaient assez heureux,
mais j'y ai remarqué les petits caractères concernant et l'unité de vie protégée et les installations sécurisées. Ça a l'air cher, ai-je dit. Maxime et Camille ont échangé un regard. Eh bien, oui, a dit Maxime. Mais papa, tu en as les moyens, et honnêtement, cela vaudrait peut-être la peine d'y réfléchir plus tôt que tard. Pourquoi cette urgence? Ce n'est pas pressé, a rapidement répondu Camille. C'est juste que la liste des attentes pour les bons établissements peut être longue. Et tu ne rajeunis pas, j'y ai hoché la tête pensivement, comme si je considérais leurs mots. Vous savez, vous avez probablement raison. Ça vous dérange si je garde ces brochures? J'y aimerais les examiner attentivement. Le soulagement a inondé leur visage. Bien sûr, papa, a dit Maxime. Prends tout le temps dont tu as besoin. Après leur départ, j'y ai étalé les brochures sur la table de ma cuisine. Chaque établissement qu'ils avaient choisi avait un point commun. Ils proposaient tous des unités Alzheimer sécurisées. Ils ne prévoyaient pas seulement de me faire quitter ma maison. Ils prévoyaient de me placer dans un endroit conçu pour les personnes atteintes de démence. J'y ai regardé autour de ma cuisine, la table où Martine et moi avions pris notre petit déjeuner pendant 32 ans, la fenêtre où je regardais les saisons changer, les murs tapissés de photos de Maxime en train de grandir. Ils voulaient m'enlever tout cela et m'enfermer dans un endroit où mes protestations seraient rejetées comme étant la confusion d'un esprit malade. Mais je n'étais ni malade ni confus. J'y étais en colère. Ce soir-là, assis dans le fauteuil préféré de Martine, j'y ai pris une décision. Ils pensaient jouer aux échecs alors que je jouais aux dames. Ils pensaient manipuler un vieil homme sans défense qui ne verrait jamais venir leur coup. Ils allaient apprendre à quel point ils se trompaient. 3 jours plus tard, j'y ai découvert la véritable raison de leur urgence, et c'était pire que tout ce que j'y aurais pu imaginer. Je rentrais de ma promenade matinale quand j'y ai revu la voiture de Maxime dans mon allée. C'était la 4e visite inattendue cette semaine. À travers la fenêtre de la façade, je pouvais le voir avec Camille dans mon salon. Et il n'était pas seul. Une femme en tailleur strict était assise en face des papiers étalés sur ma table basse. Je suis resté à l'extérieur, contournant la maison jusqu'au côté où je pouvais entendre à travers la fenêtre entr'ouverte. Les buissons que Martine avait plantés il y a des années offraient une couverture parfaite. Monsieur et madame, je comprends vos inquiétudes concernant votre père, disait la femme. Sa voix était sèche, professionnelle, mais les procédures de mise sous tutelle exigent des preuves substantielles des incapacités mentales. Nous avons des documents, a répondu Camille. J'y ai tenu des notes détaillées sur ces épisodes de confusion. La semaine dernière, il a oublié qu'il avait déjà arrosé ses plantes et a inondé la cave. Hier, il m'a appelé 3 fois pour me poser la même question sur ses médicaments. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je n'avais jamais inondé aucune cave, et je prenais mes médicaments avec une précision militaire, tout comme je le faisais depuis 15 ans. Elle mentait, créant une version fictive de ma vie. C'est utile, a dit l'avocate, mais nous aurons besoin d'un témoignage médical. A-t-il été évalué par un médecin récemment? Nous y travaillons, a dit Maxime. Le défi est de le convaincre de voir quelqu'un de nouveau. Il a le même médecin depuis 20 ans, et le docteur Martin le connaît trop bien pour être objectif sur son déclin. Je vois. Eh bien, une fois que vous aurez l'évaluation médicale, nous pourrons avancer, mais je dois demander, y a-t-il une urgence dans cette situation? Parfois, les familles attendent qu'il y ait une crise. Il y a eu un silence et je me suis pressé un peu plus contre la fenêtre. En fait, il y a quelque chose, a dit Camille, baissant la voix. Nous avons récemment découvert que Philippe a modifié son testament il y a environ 18 mois. Il a tout laissé à une association caritative au lieu de sa famille. Mon cœur s'est arrêté. Ils avaient découvert mon legs à l'hôpital pour enfants. Il a quoi? La voix de Maxime était aiguë, en colère. C'était une nouvelle pour lui. J'y ai trouvé les papiers quand je cherchais ces informations des assurances, a poursuivi Camille d'un ton fluide. Apparemment, il a décidé de léguer tout son patrimoine à la Fondation des hôpitaux pour enfants. La maison, les économies, tout. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais presque entendre Maxime assimiler cette information, comprenant ce que cela signifiait pour leur projet. C'est impossible, a-t-il fini par dire. Papa ne ferait jamais ça sans m'en parler. Le testament est daté d'il y a 18 mois, a précisé l'avocate. Votre père montrait-il des signes de confusion à cette époque? Il pleurait maman,
a dit Maxime lentement. Il ne pensait pas clairement. Des gens ont profité de lui, elles l'ont convaincu de prendre des décisions qu'il ne prendrait pas normalement. Encore un mensonge. J'y avais fait ce testament avec une clarté totale après des mois de réflexion. Martine et moi avions toujours prévu de laisser quelque chose à une œuvre caritative. Après sa mort, j'y ai décidé de tout laisser. Maxime avait sa propre vie, sa propre carrière. Les enfants et l'hôpital avaient plus besoin des aides que lui en avait besoin d'un héritage. Si nous pouvons prouver qu'il était mentalement affaibli lorsqu'il a fait ce testament, a continué l'avocate, nous pourrions être en mesure de le contester, surtout si nous avons des preuves que son état mental a continué à décliner. Donc, si on obtient la tutelle, a dit Camille, on peut contester le testament. Potentiellement, oui. Un tuteur peut faire valoir qu'un testament antérieur a été fait pendant une période de diminution des capacités, surtout s'il y a un modèle de déclin. J'y ai agrippé le rebord de la fenêtre, mes articulations blanchies. Maintenant, je comprenais la véritable urgence. Il ne s'agissait pas seulement de contrôler ma vie. Il s'agissait de l'argent. Maxime avait des dettes, des problèmes dont je n'étais pas au courant, et Camille avait découvert que son héritage s'était volatilisé. De quelle somme parlons-nous, a demandé l'avocate. La maison seule vaut 400 000 €, a répondu Camille. De plus, il y a environ 200 000 € d'économies et de placements. 600 000 €. Assez pour résoudre n'importe quelle crise financière qui les avait poussés à faire ça. C'est certainement assez substantiel pour justifier les frais de justice, a dit l'avocate. Mais n'oubliez pas, la mise sous tutelle est une affaire sérieuse. Une fois qu'elle est accordée, vous aurez l'entière responsabilité de ses soins et de son bien-être. Êtes-vous prêt pour cet engagement? Bien sûr, a répondu Maxime rapidement. C'est mon père. Je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. L'hypocrisie m'a donné la nausée. Ce qu'il y avait de mieux pour moi, c'était apparemment de perdre ma maison, mon indépendance et mon droit de décider ce qu'il adviendrait de mon propre argent. Il y a encore une chose, a ajouté Camille. Philippe a un comportement paranoïaque dernièrement. Il se méfie des gens qui essaient de l'aider, il résiste aux suggestions concernant sa sécurité. Hier, il m'a accusé de déplacer ses affaires. C'est en fait bon pour notre dossier, a dit l'avocate. La paranoïa est souvent l'un des premiers signes de démence. Documentez tout, chaque commentaire suspect, chaque moment de confusion. Plus nous aurons de preuves, plus notre position sera forte. Ils ont continué à parler, mais j'y en avais assez entendu. Je me suis glissé vers l'avant de la maison et j'y ai attendu dans ma camionnette jusqu'à ce qu'ils partent. Quand la voiture de l'avocate a disparu au bout de la rue, je suis resté là un long moment, fixant ma propre porte d'entrée. Ils ne prévoyaient pas seulement de me voler mon indépendance. Ils prévoyaient de me voler mon héritage. Et l'argent que j'y avais destiné aux enfants malades servirait à rembourser les dettes de jeu de Maxime, parce que c'est de ça qu'il s'agissait, n'est-ce pas? Camille avait mentionné ses problèmes en passant il y a des mois. Quelque chose à propos de mauvais investissements. J'y avais supposé qu'il avait réglé ça. J'y ai pensé au testament que j'y avais rédigé, à l'attention particulière que j'y avais accordée à chaque décision. Martine et moi avions toujours cru qu'il fallait aider les autres, laisser le monde un peu meilleur qu'on ne l'avait trouvé. L'hôpital pour enfants avait sauvé 3 gamins de notre quartier au fil des ans. Leur donner mon patrimoine, c'était honorer la mémoire de Martine, mais Maxime et Camille ne voyaient que des signes heureux et leur propre confort. Ce soir-là, j'y ai appelé maître Lemaire chez lui. Bernard, j'y ai besoin de vous voir à la première heure demain matin. C'est urgent. Bien sûr, Philippe, est-ce que tout va bien? Non, ai-je répondu en regardant mon salon, les photos de Maxime enfant, la vie que Martine et moi avions construite ensemble. Mais ça ira. Après avoir raccroché, j'y ai parcouru ma maison, la voyant vraiment pour la première fois depuis des mois. Cet endroit renfermait 43 ans de souvenirs, de rires, de larmes et de moments calmes qui avaient fait une vie. Il voulait tout me prendre et convaincre le monde que j'y étais trop confus pour comprendre ce que je perdais. Mais je comprenais parfaitement, et demain, je commencerai à contre-attaquer. Je suis allé à mon bureau et j'y ai sorti un carnet, le même genre que j'y utilisais pour mes projets des ébénisteries depuis des années. En haut de la première page, j'y ai écrit preuve de manipulation. Puis j'y ai commencé à documenter tout ce dont je pouvais me souvenir des derniers mois. Chaque mensonge que Camille avait raconté sur mon comportement, chaque manipulation, chaque moment où j'y avais eu l'impression qu'il me testait.
Il pensait monter un dossier contre ma capacité mentale. Au lieu de cela, il m'avait donné tout ce dont j'y avais besoin pour monter un dossier contre eux. En écrivant, j'y ai réalisé quelque chose qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours. Ils avaient fait une erreur cruciale dans leur plan. Ils avaient supposé que J était le même homme accablé de chagrin qui avait fait ce premier testament il y a 5 ans, quelqu'un qui souffrirait en silence plutôt que de riposter. Ils allaient apprendre que le chagrin m'avait rendu plus fort, pas plus faible, et qu'un homme qui avait survécu 68 ans, élevé une famille et construit une vie à partir de rien et n'allait pas s'effacer discrètement dans la nuit, juste parce que ça les arrangeait. Le lendemain matin, Maître Lemaire a écouté mon histoire avec l'impassibilité qui elle avait si bien servi durant ses 40 ans de carrière. Quand j'y ai eu fini, il s'est adossé à son fauteuil et a joint les mains en clocher. Philippe, ce que vous décrivez relève de l'abus de faiblesse. Êtes-vous certain de ce que vous avez entendu? Chaque mot. Je lui ai tendu le carnet que j'y avais rempli la nuit précédente. J'y ai documenté tout ce dont je peux me souvenir. Il a feuilleté les pages, son expression devenant plus sombre à chaque ligne. C'est très complet, mais nous aurons besoin de plus que votre parole contre la leur, surtout s'il prévoit de remettre en question votre capacité mentale. Que suggérez-vous? Bernard s'est approché de sa fenêtre, regardant le tribunal de l'autre côté de la rue. Nous avons besoin de preuves tangibles, de documentation, de la preuve que vous êtes manipulé. Il s'est tourné vers moi. Êtes-vous prêt à les laisser croire que leur plan fonctionne pendant que nous rassemblons ce dont nous avons besoin? À l'idée de feindre la confusion, de laisser Maxime et Camille croire qu'ils réussissaient, me retournait l'estomac, mais j'y ai hoché la tête. Quel choix ai-je? Aucun, j'y en ai bien peur. Mais Philippe, je veux que vous compreniez une chose. Si nous allons nous battre contre cela, nous devons être absolument certains de notre coup. Une fois que nous révélerons ce que nous savons, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre relation avec Maxime ne s'en remettra peut-être jamais. J'y ai pensé au petit garçon qui me suivait dans l'atelier, suppliant de m'aider dans mes projets. Puis j'y ai pensé à l'homme qui discutait de mon déclin mental comme d'une transaction commerciale. Cette relation n'existe déjà plus, Bernard. Je ne l'avais juste pas encore réalisée. Il a hoché la tête lentement. Très bien, alors. Voici ce que nous allons faire. Au cours de l'heure qui a suivi, Bernard a esquissé un plan qui était à la fois simple et dévastateur. Je feindrai un déclin progressif, donnant à Maxime et Camille exactement ce qu'ils s'attendaient à voir. Pendant ce temps, Bernard travaillerait en coulisses, documentant tout et préparant notre défense. La clé est de les rendre trop confiants, a-t-il expliqué. Laissez-les penser qu'ils ont le contrôle total. Les gens font des erreurs quand ils pensent avoir déjà gagné. Ma première performance a eu lieu cet après-midi-là quand Maxime a appelé pour prendre de mes nouvelles. Papa, comment te sens-tu aujourd'hui? J'y ai laissé un léger tremblement se glisser dans ma voix. Je vais bien, je crois. Même si je n'ai pas pu trouver mes clés ce matin. Elles étaient dans le réfrigérateur, de tous les endroits possibles. Un silence. Maxime était probablement en train de noter ça. Le réfrigérateur? Papa? C'est inquiétant. Tu trouves? J'y ai pensé que je prenais peut-être quelque chose et que je les avais posés là sans réfléchir. J'y ai donné à ma voix un ton sincèrement confus. Tu ne penses pas qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi, n'est-ce pas? Non. Non, bien sûr que non. C'est juste. On devrait peut-être demander au docteur Martin de t'examiner, juste pour être sûr. En fait, Maxime, j'y ai réfléchi. Le docteur Martin est si occupé ces jours-ci, et il se fait vieux lui aussi. Il vaudrait peut-être mieux voir quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de plus à jour sur ces choses-là. Je pouvais presque l'entendre sourire à travers le téléphone. C'est une excellente idée, papa. Je vais passer quelques coups de fil et trouver quelqu'un de bien. Après avoir raccroché, je me suis senti malade. La facilité avec laquelle les mensonges étaient venus, la façon dont j'y avais manipulé son inquiétude. J'y avais l'impression de trahir tout ce que j'y avais essayé de lui apprendre sur l'honnêteté et l'intégrité. Mais je me suis rappelé qui avait commencé ce jeu. 2 jours plus tard, Camille est arrivée avec des sacs de courses, affirmant qu'elle avait remarqué que je n'avais plus rien à manger. Elle s'est affairée dans ma cuisine, rangeant les choses dans des endroits où je ne les avais jamais mises. Camille, les boîtes de soupe vont dans le cellier, pas dans le réfrigérateur. Oh,
J'y ai pensé que ce serait plus facile à atteindre pour toi, a-t-elle dit doucement. Tu sembles avoir des difficultés avec certaines choses dernièrement. Je les regardé réorganiser toute ma cuisine, créant le chaos là où il y avait eu de l'ordre. Plus tard, je savais qu'elle me demanderait où se trouvait quelque chose, et quand je ne pourrais pas le trouver immédiatement, elle le noterait comme un autre signe de confusion. Le rendez-vous médical a été pris pour la semaine suivante avec le docteur Rousseau, un gériatre que Maxime avait trouvé. J'y ai passé les jours précédant le rendez-vous à m'entraîner pour mon rôle, apprenant à être juste assez confus pour sembler inquiétant, mais pas au point de nécessiter une action immédiate. Bernard m'a soigneusement coaché. Et n'oubliez pas, ils veulent que vous paraissiez assez lucide pour que le changement de testament semble suspect, mais assez en déclin pour que vos décisions actuelles puissent être remises en question. C'est une ligne très fine. La veille du rendez-vous, j'y ai appelé Maxime pour confirmer l'heure. Papa, tu as l'air fatigué. Tu dors bien? Je n'arrête pas de me réveiller confus, sans savoir où je suis, ai-je menti. La nuit dernière, je me suis levé pour aller aux toilettes et je ne me souvenais plus quelle porte c'était. C'est exactement pour ça qu'on doit te faire examiner. Le docteur Rousseau est censé être excellent pour ce genre de problème. Ce genre de problème. Comme si j'y étais un problème à résoudre plutôt qu'une personne à aider. Le matin du rendez-vous, j'y étais assis dans la salle des attentes du docteur Rousseau avec Maxime et Camille, les regardant échanger des regards lourds de sens chaque fois que j'y hésitais avant de répondre à une question ou que je semblais momentanément incertain de quelque chose. Le docteur Rousseau était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, probablement dans la quarantaine, avec ce genre d'attitude confiante qui suggérait qu'il avait tout vu. Il m'a posé des questions sur ma routine quotidienne, ma mémoire, ma santé générale. Je lui ai donné exactement ce que Maxime et Camille voulaient qu'il entende. Un homme montrant les premiers signes de déclin cognitif, mais fonctionnant encore de manière indépendante. Monsieur Philippe, je vais vous faire passer quelques tests simples, a dit le docteur Rousseau. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour établir un point de repère. Les tests étaient simples, mémoriser des listes de mots, dessiner une horloge, faire des calculs arithmétiques simples. J'y ai obtenu des résultats corrects, mais pas parfaits, faisant le genre de petites erreurs qui viendraient étayer le récit que Maxime et Camille étaient en train de construire. Après l'examen, le docteur Rousseau a parlé en privé avec Maxime et Camille pendant que je patientais dans son bureau. À travers les murs fins, je pouvais entendre des bribes de leur conversation. Signe précoce, mais rien de définitif. Recommande un suivi dans 6 mois. Important de surveiller l'évolution. À leur retour, le docteur Rousseau s'est adressé directement à moi. Monsieur Philippe, je veux vous revoir dans quelques mois. En attendant, je pense qu'il serait sage que les membres de votre famille vous aident pour les décisions importantes. Parfait. Il leur avait donné exactement l'avis médical dont ils avaient besoin sans pour autant diagnostiquer une vraie démence. Sur le chemin du retour, Maxime et Camille étaient pratiquement surexcités. Papa, le docteur Rousseau a l'air vraiment bien, a dit Camille. C'est intelligent d'avoir quelqu'un qui garde un œil sur ces choses. Je suppose que oui, ai-je dit, laissant le doute s'immiscer dans ma voix. J'y espère juste ne pas devenir un fardeau pour vous deux. Tu ne pourrais jamais être un fardeau, a dit Maxime. Mais je l'ai surpris en train de jeter un regard à Camille dans le rétroviseur. Ce soir-là, seul dans ma maison, j'y ai appelé Bernard pour lui faire un compte-rendu du rendez-vous. Il semble qu'ils avancent exactement comme nous l'avions prévu, a-t-il dit. Avez-vous repensé au Nouveau Testament que j'y ai préparé? J'y y avais pensé pendant des heures. À ce que Martine aurait voulu, à ce qui était juste, équitable et droit. Je veux le changer, Bernard, mais pas de la façon dont il l'attende. Que avez-vous en tête? Je lui ai expliqué mon plan, et même Bernard, qui avait vu toutes sortes de drames familiaux au cours de ses 40 ans de carrière, est resté silencieux un long moment. Philippe, êtes-vous absolument certain de cela? C'est brillant, mais c'est aussi irréversible. J'y en suis certain. Très bien, alors. Je ferai préparer les documents, mais n'oubliez pas, une fois que nous aurons mis ce plan à exécution, vous ne pourrez plus changer des avis, et les conséquences pour Maxime et Camille seront sévères. J'y ai regardé autour de mon salon, les photos de Maxime en train de grandir, les souvenirs de la famille que je pensais que nous étions. Puis j'y ai pensé à leurs conversations dans ma cuisine, à leurs discussions désinvoltes sur mon prétendu déclin mental, à leur projet de m'enfermer dans une unité Alzheimer pendant qu'ils dépensaient mon argent. Ils ont fait leur choix, Bernard. Maintenant, je fais le mien.
3 jours plus tard, le Nouveau Testament était signé et paraphé, enfermé dans le coffre-fort de Bernard où Maxime et Camille ne penseraient jamais à chercher. Le document était un chef-d'œuvre de précision juridique, et quand ils en découvriraient le contenu, ils comprendraient que j'y avais joué à un tout autre jeu que celui qu'ils imaginaient. Mais dès à bord, je devais les laisser penser qu'ils gagnaient. Le plus dur restait à faire, les regarder accélérer leur plan, me traiter comme un invalide, se préparer à voler tout ce pourquoi j'y avais travaillé, tout en croyant que j'y étais trop confus pour comprendre ce qui se passait. Il n'avait aucune idée que chaque mouvement qu'il faisait, chaque mensonge qu'il racontait, chaque élément de preuve qu'il fabriquait était soigneusement documenté. Il pensait monter un dossier contre mes facultés mentales. Au lieu de cela, ils construisaient les fondations de leur propre destruction. L'appel est arrivé un mardi matin, exactement 10 jours après mon rendez-vous avec le docteur Rousseau. J'y étais dans mon atelier, mettant la dernière touche à un rocking chair que j'y avais fabriqué pour le nouveau petit enfant de mon voisin, quand le téléphone a sonné. « Papa, on doit parler. Est-ce que Camille et moi on peut passer cet après-midi ?» Il y avait quelque chose de différent dans la voix de Maxime. Une finalité qui m'indiquait que leur calendrier s'était accéléré. « Bien sûr, mon fils. Est-ce que tout va bien? On doit juste discuter de certaines choses concernant ta prise en charge. » Le docteur Rousseau a appelé avec quelques inquiétudes. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Bernard m'avait prévenu que ce moment arriverait, mais j'y ai quand même senti mon estomac se nouer. Quel genre d'inquiétude? On en parlera quand on sera là. Ne t'inquiète pas, papa. On va s'occuper de tout. Après avoir raccroché, je me suis assis dans le fauteuil de Martine et j'y ai appelé Bernard. Il passe à l'action aujourd'hui, lui ai-je dit. Êtes-vous prêt? J'y ai regardé mon salon une dernière fois tel qu'il était. Mes livres sur les étagères, les photos de Martine sur la cheminée, la vie que nous avions construite ensemble, encore intacte. Dès ici le soir, tout serait différent. Je suis prêt. Et n'oubliez pas, Philippe, laissez-les dévoiler entièrement leur jeu. Ne réagissez pas avant qu'ils ne vous aient montré tout ce qu'ils ont l'intention de faire. Il nous faut tout enregistrer. L'enregistreur que Bernard m'avait fourni était caché dans la lampe à côté de mon fauteuil, invisible, mais captant chaque mot. Je l'avais testé 3 fois ce matin-là pour m'assurer qu'il fonctionnait parfaitement. Maxime et Camille sont arrivés à 14 heures précises, accompagnés d'une femme que je ne connaissais pas, une professionnelle des âges moyens, portant une mallette qui criait autorité légale. « Papa, je te présente Madame Dupont. Elle est assistante sociale spécialisée dans l'accompagnement des personnes âgées. » Madame Dupont m'a souri avec une compassion de façade. « Monsieur Philippe, je crois comprendre que vous avez eu quelques difficultés récemment. Votre famille s'inquiète pour votre sécurité. » J'y ai laissé la confusion traverser mon visage. Des difficultés? Je ne comprends pas, Maxime s'est penché en avant, elle a l'air sérieux. Papa, le docteur Rousseau nous a appelés hier. Il est inquiet de tes résultats. Il pense que tu pourrais avoir besoin de plus de soutien que ce que tu as actuellement. Quel genre de soutien? Camille a ouvert un dossier, en sortant des papiers que je reconnaissais. Les brochures des EHPAD qu'elle m'avait montrées des semaines auparavant, plus plusieurs nouvelles. Nous avons fait des recherches sur des endroits formidables où tu serais en sécurité et bien soigné. Madame Dupont a hoché la tête. L'évaluation que le docteur Rousseau a menée suggère que vous souffrez d'un début de déclin cognitif. Bien que vous soyez encore capable de faire beaucoup de choses, il serait prudent de mettre en place un système de soutien dès maintenant, avant que la situation ne devienne plus grave. J'y ai fixé les papiers dans les mains de Camille, laissant ma respiration se bloquer. Vous voulez me mettre dans une maison de retraite? Pas une maison de retraite, papa, a dit rapidement Maxime. Ce sont des résidences-services. Tu aurais ton propre appartement, des activités, des gens pour t'aider avec des choses comme la gestion de tes médicaments et la préparation des repas. Mais je n'ai pas besoin d'aide pour ces choses-là. Papa, la semaine dernière, tu m'as appelé 3 fois pour me demander si tu avais pris tes médicaments pour la tension, a dit doucement Camille. Et hier, quand j'y étais là, tu ne te souvenais plus où tu avais mis tes papiers des assurances. 2 mensonges, mais dit avec une telle conviction que j'y aurais presque cru moi-même. Madame Dupont a consulté ses notes. Dès après le docteur Rousseau, vous avez obtenu des résultats limites à plusieurs évaluations cognitives. Cela suggère qu'il est temps d'envisager des options de transition. Je veux rester chez moi, ai-je dit, laissant ma voix trembler légèrement.
Je sais que c'est difficile, a poursuivi Madame Dupont. Mais votre famille agit dans votre intérêt. Parfois, les personnes dans votre situation ne se rendent pas compte de l'étendue de leurs limites. Cela fait partie de la maladie. Le piège se refermait sur moi exactement comme il l'avait prévu. Quoi que je dise maintenant, ce serait rejeté comme étant la confusion d'un esprit sur le déclin. Si je protestais trop vigoureusement, j'y aurais l'air paranoïaque. Si j'y acceptais trop facilement, il saurait que quelque chose n'allait pas. Combien de temps me laissez-vous pour décider, ai-je demandé. Maxime et Camille ont échangé un regard. Eh bien, papa, nous t'avons en fait déjà inscrit sur la liste des attentes au Jardin du Crépuscule. C'est l'un des meilleurs établissements de la région, et ils ont une place dans leur unité de vie protégée. Une unité de vie protégée? Même après toute ma préparation, ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. L'unité Alzheimer. Mais je n'ai pas de problème de mémoire. Papa, tu as oublié des choses, a dit Maxime patiemment. De petites choses au début, mais ça empire. Le docteur Rousseau a expliqué que c'est souvent comme ça que ça commence. Madame Dupont s'est penchée en avant. Monsieur Philippe, je sais que cela semble effrayant, mais une intervention précoce est la clé. L'unité de vie protégée des Jardins du Crépuscule n'est pas ce que vous imaginez. C'est plutôt comme une résidence sécurisée où les résidents ne peuvent pas sortir seuls et se perdre. Sécurisé. Incapable de sortir. Il prévoyait de m'enfermer. Et ma maison? Nous nous occuperons de tout, a dit Camille. Maxime et moi gérerons la vente. Nous ferons en sorte d'en tirer un bon prix. L'argent ira sur un compte dédié pour payer tes soins. Un compte qu'il contrôlerait. Je commençais à comprendre l'ampleur de leur plan. Il y a encore une chose, papa, a dit Maxime, en sortant une autre liasse de papier. Madame Dupont pense qu'il serait sage d'établir une procuration générale, juste au cas où tu aurais besoin d'aide pour prendre des décisions à l'avenir. Voilà, c'était la pièce finale. Avec une procuration générale, il pourrait contrôler totalement mes finances. Il pourrait vendre ma maison, accéder à mes économies, et faire ce qu'il voulait de mon argent. Je ne sais pas, ai-je dit, laissant l'incertitude remplir ma voix. Tout ça me semble si soudain. Je comprends vos réticences, a dit Madame Dupont, mais attendre rend souvent ces transitions plus difficiles. Votre famille a trouvé un excellent établissement, et agir rapidement signifie que vous obtiendrez la chambre dans l'unité protégée avant qu'elle ne soit donnée à quelqu'un d'autre. La pression était subtile, mais implacable. Ils utilisaient ma prétendue confusion contre moi, faisant croire que j'y étais trop diminué pour comprendre ce qui était le mieux pour moi. Est-ce que je peux y réfléchir cette nuit? Bien sûr, a dit Maxime, mais j'y ai remarqué la tension autour de ses yeux. Il ne voulait pas me donner le temps de réfléchir, le temps de potentiellement parler à quelqu'un qui pourrait remettre en question leur version. En fait, a ajouté Camille, le planning de Madame Dupont est très chargé. Si on pouvait juste signer les premiers papiers aujourd'hui, ça réserverait ta place le temps que tu t'es habitué à l'idée. Quel papier? Elle a étalé plusieurs documents sur ma table basse. Juste le dossier des admissions pour les Jardins du Crépuscule et la procuration préliminaire. Rien de définitif, c'est juste pour bloquer la place. J'y ai pris le document de procuration, parcourant le jargon juridique dense. Ce n'était pas préliminaire du tout. C'était exhaustif, donnant à Maxime le contrôle total sur mes finances et mes décisions médicales. Ça me semble très détaillé pour une simple réservation. Madame Dupont a souri. Les documents juridiques ont souvent l'air plus compliqués qu'ils ne le sont. Votre fils serait simplement autorisé à vous aider pour les décisions complexes. M'aider, comme si j'y étais déjà incapable. J'y ai regardé Maxime, étudiant son visage alors qu'il attendait ma signature. C'était mon fils, le garçon à qui j'y avais appris à faire du vélo et à jouer au football. L'homme que j'y avais accompagné jusqu'à l'hôtel à son mariage. Et il était assis dans mon salon, me mentant effrontément tout en planifiant de me voler ma vie. Maxime, ai-je dit lentement. Penses-tu vraiment que tout ceci est nécessaire? Pendant un instant, son masque a glissé, et j'y ai vu quelque chose de froid passer dans ses yeux. Puis le fils inquiet est revenu. Papa, je sais que c'est dur à accepter, mais le docteur Rousseau a été très clair sur ton état. Si on n'agit pas maintenant, les choses pourraient empirer très vite. J'y ai hoché la tête comme si j'y acceptais sa logique et j'y ai tendu la main vers le stylo que Camille me tendait. Ma main a tremblé, non pas de nervosité, mais de rage.
Puis j'y ai posé le stylo. Je dois d'abord appeler maître Lemaire. C'est lui qui gère mes affaires juridiques depuis 20 ans. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Papa, ce n'est pas la peine, a dit Maxime précipitamment. Ce sont juste des formulaires standards. Alors Bernard n'aura aucun problème avec eux. Madame Dupont s'est éclairci la gorge. Monsieur Philippe, parfois les clients âgés deviennent trop dépendants de conseillers de longue date qui n'ont peut-être pas l'expertise actuelle en matière de droit des seniors. Bernard a l'expertise actuelle en tout. J'y ai confiance en lui. Le sourire de Camille était crispé. Bien sûr que oui, Philippe, mais ce ne sont vraiment que des papiers pour garder ta place dans l'établissement. Rien n'est gravé dans le marbre. Alors attendre un jour de plus n'aura pas d'importance. Je les ai regardés réaliser qu'ils perdaient le contrôle de la situation. La mâchoire de Maxime s'est contractée. Les doigts de Camille tambourinaient contre son sac à main. Madame Dupont a consulté sa montre avec une irritation évidente. En fait, a dit Madame Dupont, j'y ai une urgence avec un autre client que je dois régler. Nous devrions peut-être nous revoir demain matin. Après leur départ, je suis resté assis dans mon fauteuil pendant un long moment, fixant les papiers qu'ils avaient laissés derrière eux. Le document de procuration était particulièrement glaçant par son exhaustivité. S'il avait été signé, il aurait donné à Maxime le contrôle sur chaque aspect de ma vie. J'y ai appelé Bernard pour confirmer notre rendez-vous du lendemain matin, puis j'y ai passé la soirée à écouter l'enregistrement que nous avions fait. Leur voix ressortait clairement. Chaque mensonge sur mon état, chaque manipulation, chaque preuve qu'ils orchestraient mon prétendu déclin. Demain, ils apprendraient que le vieil homme confus qu'ils pensaient manipuler avait eu 3 coups d'avance sur eux depuis le début. La réunion du lendemain matin était prévue à 10 heures au bureau de maître Lemaire. Je suis arrivé en avance, m'asseyant dans le fauteuil en cuir familier de l'autre côté de son bureau pendant qu'il arrangeait les documents avec une précision militaire. Êtes-vous absolument certain de ça, Philippe? J'y ai hoché la tête, regardant les papiers qui allaient tout changer. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils assument les conséquences. Maxime et Camille sont arrivés exactement à l'heure, accompagnés à nouveau par Madame Dupont. Ils avaient l'air confiants, prêts à conclure l'accord qu'ils pensaient avoir négocié. Maître, a dit Maxime en lui serrant la main avec une chaleur calculée. Heureux de vous revoir. Je suppose que papa vous a mis au courant de la situation. En effet, la voix de Bernard était neutre et professionnelle. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors qu'ils s'installaient sur les chaises autour de la table de conférence, j'y ai observé leur visage. Ils me voyaient toujours comme le vieil homme confus qui avait besoin de leurs conseils. Cela allait changer. Avant de discuter de tout nouveau document, a déclaré Bernard, je pense qu'il y a certaines choses que vous devriez savoir sur la situation juridique actuelle de votre père. Il a ouvert un dossier et a sorti l'enregistreur que j'y avais caché dans ma lampe. Maxime a froncé les sourcils, ne comprenant pas ce qu'il voyait. Que est-ce que c'est? Un enregistrement de la conversation d'hier chez votre père. Et bien plus encore, a répondu calmement Bernard. Philippe, souhaitez-vous expliquer? Je me suis penché en avant, croisant directement le regard de Maxime. Je vous ai entendu, Camille et toi, planifier ça il y a 3 semaines. Je sais pour tes dettes de jeu. Je sais pour le testament que vous avez trouvé. Je sais tout. Le visage de Camille a perdu toutes ses couleurs. La bouche de Maxime s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant son souffle. Papa, je ne comprends pas ce que tu dis. Tu comprends parfaitement. J'y ai gardé une voix posée, contrôlée. Tu avais besoin d'argent pour payer tes dettes de jeu, et tu as découvert que j'y avais changé mon testament pour tout laisser à la Fondation des Hôpitaux de France. Alors vous avez décidé de me faire déclarer incapable pour pouvoir contester ce testament et avoir accès à mon patrimoine. Madame Dupont nous regardait à tour de rôle avec une alarme grandissante. Monsieur Philippe, il y a eu un malentendu? Le seul malentendu, elle a interrompu Bernard, c'était le leur. Ils pensaient que Philippe était une cible facile. Ils avaient tort. Il a appuyé sur lecture sur l'enregistreur. Les voix de Maxime et Camille ont rempli la pièce, discutant de mon prétendu déclin mental avec un détachement clinique. Leur conversation sur la fabrication de preuves, sur le changement de médecin, sur les 600 000 € qu'ils prévoyaient d'hériter. Quand l'enregistrement s'est arrêté, le silence était assourdissant. Cette conversation est illégale, a dit Camille désespérément.
vous ne pouvez pas enregistrer les gens à leur insu. En fait, a répliqué Bernard, en France, si la loyauté de la preuve est requise au civil, au pénal, un enregistrement réalisé à l'insu d'une personne peut être produit pour prouver une infraction, notamment l'abus de faiblesse. De plus, Philippe a consenti à enregistrer sa propre conversation, dans son propre domicile. Maxime a retrouvé sa voix. « Papa, tu ne comprends pas. J'y ai des dettes, oui, mais tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on s'inquiète sincèrement pour toi. » Ah oui? J'y ai sorti le carnet que j'y avais tenu. Camille, voudrais-tu expliquer à maître Lemaire toutes les fois où j'y aurais soi-disant oublié des choses? La cave inondée qui n'est jamais arrivée. La confusion avec les médicaments qui est une pure fiction. Elle n'a rien dit, fixant la table. Maxime, et ta conversation avec l'avocate sur la contestation de mon testament? C'était de l'inquiétude sincère, ça aussi? Papa, tu ne penses pas clairement. Je pense plus clairement que je ne l'ai fait depuis des années. Je me suis levé, marchant vers la fenêtre qui donnait sur le tribunal où ils avaient prévu de me faire déclarer incapable. Tu veux savoir ce qui est vraiment triste dans tout ça? Si tu m'avais juste parlé, si tu m'avais expliqué pour les dettes et demandé de l'aide, j'y aurais peut-être envisagé de rechanger le testament. Mais au lieu de ça, tu as choisi de mentir, de manipuler, et de prévoir de m'enfermer dans une unité pour malades d'Alzheimer. Madame Dupont rassemblait ses papiers. Je pense qu'il y a eu un grave malentendu ici. On m'a dit que Monsieur Philippe souffrait d'un déclin cognitif. On vous a dit ce qu'il voulait que vous croyiez, a déclaré Bernard. Philippe, voulez-vous leur montrer les résultats de votre évaluation indépendante? J'y ai tendu le rapport du docteur Martin, rempli pas plus tard que hier. Mon médecin de longue date m'avait fait passer une évaluation cognitive complète, attestant que j'y étais mentalement vif et ne montrait aucun signe de démence ou de déclin cognitif. C'est impossible, a dit Maxime en parcourant le rapport. Le docteur Rousseau a dit. Le docteur Rousseau a dit ce que tu voulais qu'il entende, ai-je répondu. J'y ai volontairement raté son test. Ce n'était pas difficile de simuler la confusion quand je savais exactement ce que vous cherchiez. Le calme de Camille s'est finalement brisé. Espèce de vieux salaud manipulateur. Tu as une idée de ce que tu nous as fait traverser? Ce que je vous ai fait traverser? Ma voix s'est élevée pour la première fois. Vous aviez prévu de me voler ma maison, mon indépendance et mon argent. Vous alliez m'enfermer dans un établissement et convaincre le monde que j'y étais trop confus pour comprendre ce qui m'arrivait. Bernard s'est éclairci la gorge. Ce qui nous amène à l'objet principal de la réunion d'aujourd'hui. Il a sorti un épais document. Philippe a apporté des modifications à l'organisation de son patrimoine. Quel genre de modification, a demandé Maxime d'un ton las. J'y ai créé un contrat des assurances vie et une donation partage bloquée, ai-je dit en me rasseyant dans mon fauteuil. La maison, les économies, tout ira à tes enfants, Maxime. Thomas et Chloé auront un accès total au fonds lorsqu'ils auront 25 ans. Maxime a scié. Mes enfants? Tes enfants. Thomas a 16 ans maintenant. Chloé en a 14. Ils auront besoin d'argent pour leurs études supérieures, pour démarrer dans la vie. Mais les conditions sont très précises sur la façon dont l'argent peut être utilisé. Bernard a ouvert le document. L'acte interdit explicitement tout accès par Maxime ou Camille, sous quelque circonstance que ce soit. Ils ne peuvent pas emprunter dessus, ne peuvent pas l'utiliser comme garantie, ne peuvent y accéder d'aucune manière. Ce n'est pas légal, a protesté Camille. C'est parfaitement légal, lui a assuré Bernard. Philippe a le droit de léguer la quotité disponible de son patrimoine à ses petits-enfants et de conditionner cet argent. Les clauses sont inattaquables. Maxime me fixait avec une expression entre le choc et la rage. Donc, on n'a rien. Tu as exactement ce que tu mérites. J'y ai soutenu son regard sans ciller. Tes enfants seront à l'abri du besoin, ce qui est le devoir d'un grand-père. Mais vous et Camille m'avez montré exactement qui vous êtes. Il y a autre chose, a poursuivi Bernard. Philippe met également en place un petit fonds pour payer une thérapie familiale, si Maxime et Camille choisissent d'aborder les problèmes qui ont conduit à cette situation. Et si on ne le fait pas? Alors vous ne le faites pas. Mais vous n'aurez jamais accès à l'argent des enfants. Madame Dupont s'est levée. Je pense que mon travail ici est terminé, monsieur Philippe. Je m'excuse pour tout malentendu concernant votre état. Après son départ,
nous sommes restés tous les quatre dans un silence inconfortable. Finalement, Maxime a parlé. Papa, je sais qu'on a fait des erreurs, mais nous couper les ponts complètement. Je ne coupe pas les ponts avec vous, ai-je dit doucement. Je coupe les ponts avec les gens qui ont essayé de me voler ma vie. Si tu veux une relation avec moi, une vraie relation basée sur l'honnêteté et le respect, c'est possible. Mais ça commence par reconnaître ce que tu as fait. Camille s'est levée brusquement. C'est ridicule. Nous essayons de t'aider. Aimiez-vous quand vous mentiez sur mon comportement pour créer des preuves de démence? Aimiez-vous quand vous prévoyiez de vendre ma maison et de m'enfermer dans une unité Alzheimer? Elle n'avait aucune réponse. Maxime semblait soudain avoir vieilli, dégonflé. Et maintenant, que est-ce qui se passe? Maintenant, tu rentres chez toi et tu réfléchis pour savoir si tu veux être le genre des hommes qui essaie de manipuler son vieux père, ou le genre des hommes qui admet ses erreurs et essaie de s'améliorer. Bernard lui a tendu une carte. Le fonds pour la thérapie est disponible quand vous serez prêt à l'utiliser. Après leur départ, je suis resté assis dans le bureau de Bernard avec un étrange sentiment de vide. J'y avais gagné, mais la victoire semblait creuse quand elle se faisait au prix de ma relation avec mon fils. Des regrets, a demandé Bernard. J'y ai réfléchi attentivement. Je regrette qu'on en soit arrivé là. Je regrette que Maxime ait choisi l'argent plutôt que la famille. Mais je ne regrette pas de m'être protégé, et je ne regrette pas d'avoir protégé l'avenir de mes petits-enfants. 6 mois plus tard, je vivais dans un appartement confortable à 15 minutes du lycée de Thomas et du collège de Chloé. La maison s'était vendue facilement, et les bénéfices étaient en sécurité sur leur compte bloqué. J'y avais gardé assez pour vivre confortablement le reste de mes jours, plus un petit extra pour l'atelier des ébénisteries que j'y avais installé dans mon nouveau garage. Maxime avait appelé 2 fois. Des conversations gênantes où il tournait autour d'une excuse sans vraiment la formuler. Camille ne m'avait pas contacté du tout. Mais Thomas et Chloé me rendaient visite un week-end sur 2, et j'y enseignais à Thomas les mêmes techniques des ébénisteries que j'y avais autrefois apprises à son père. Papy, a demandé Chloé un samedi après-midi alors que nous travaillions ensemble sur un nichoir. Pourquoi maman et papa ne viennent plus avec nous? J'y ai posé mon papier de verre et j'y ai regardé son visage honnête de 14 ans. Parfois, les adultes font des choix qui blessent les gens qu'ils aiment. Tes parents ont fait des choix que je ne pouvais pas accepter. Mais tu aimes toujours papa. J'y aimerai toujours ton père, mais aimer ne veut pas dire accepter un comportement qui est nuisible. Elle a hoché la tête pensivement, comme le font les enfants lorsqu'ils comprennent plus que ce que l'on attend d'eux. Ce soir-là, en regardant le coucher du soleil depuis mon nouveau balcon, j'y ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, la paix. J'y avais perdu un fils, mais j'y avais sauvé ma dignité et l'avenir de mes petits-enfants. J'y avais appris que parfois, les personnes qui vous blessent le plus sont celles que vous aimez le plus. Et que se protéger de cette blessure n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Mon téléphone a sonné. Le nom de Maxime est apparu sur l'écran. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Allô, mon fils. Papa, J'y ai réfléchi à ce que tu as dit sur la thérapie. J'y ai fermé les yeux, ressentant un frémissement de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Je t'écoute. Envisagerais-tu une thérapie familiale? Nous tous ensemble? J'y ai regardé les lumières de la ville commencer à scintiller dans l'obscurité, pensant aux secondes chances et au courage qu'il faut pour admettre qu'on a eu tort. Oui, ai-je finalement dit. Je crois que j'y aimerais ça. Parce que parfois, même quand la confiance est brisée, l'amour trouve un moyen de reconstruire ce qui semblait perdu à jamais. Et parfois, la chose la plus forte qu'un vieil homme puisse faire n'est pas seulement de se protéger, mais de laisser la porte ouverte pour que ceux qui l'ont blessé retrouvent le chemin de ce qu'ils étaient autrefois.